Ici, chaque pixel raconte une histoire. Bienvenue dans C'est des rétros, le podcast qui replonge au cœur des légendes du jeu vidéo pour un brin de nostalgie. Le football, c'est probablement le sport le plus populaire dans le monde entier. Et forcément, dès que les jeux vidéo ont commencé à s'inviter dans nos salons et dans nos salles d'arcade, le ballon rond n'était jamais très loin. Aujourd'hui, dans C'est des rétros, je vous propose un voyage un peu particulier. Un voyage à travers l'histoire des jeux de football, des premiers écrans monochromes jusqu'aux simulations ultra réalistes d'aujourd'hui. Pas une encyclopédie, mais plutôt une balade ponctuée de titres marquants, de révolutions techniques et surtout de souvenirs. Kick-off de Jean-Pierre Papin. Quelle action! Jeu superbe, tout part du gardien. Volley extraordinaire. Papin, le roi de la bicyclette. Avec Kick-off, retrouvez les sensations d'un vrai match de football. Kick-off, disponible sur Nintendo et Game Boy, bientôt sur Super Nintendo. Kick-off, c'est top! Les premiers jeux de football apparaissent à une époque où représenter un être humain dans le jeu vidéo relève déjà de l'exploit technique. Sur Pong, en 1972, pas de football, mais déjà une idée fondatrice, 2 joueurs, une balle et des règles simples, ce qui inspire fortement Taito pour sortir Soccer en 1973, créé par Tomohiro Nishikado, rendu célèbre par une autre future création, Space Invaders. Mais revenons à ce Soccer de 1973. Il garde le même principe que Pong et instaure 2 ouvertures sur le côté de l'écran faisant office de cage. Pas de joystick ou de boutons, mais bien des roulettes pour manipuler les barres de haut en bas et de bas en haut. Bref, le Game Sapiens du jeu de football. Il faudra attendre 1980 pour voir apparaître des titres comme NASL Soccer sur Intellivision ou Pelé's Soccer sur Atari 2600, où l'un des meilleurs joueurs de tous les temps est bien présent sur la boîte du jeu ou l'étiquette de la cartouche, mais à l'écran, seules de petites formes de couleurs font imaginer des joueurs en train de courir et de taper un carré blanc en guise de ballon. Des bâtonnets, des spritz minuscules, un terrain figé, mais l'essentiel est là, passer, tirer et marquer. Sur micro-ordinateur Matchday ou International Soccer pose les bases d'une vue du dessus qui restera longtemps la référence. C'est rudimentaire, parfois chaotique, mais déjà terriblement addictif. Et les premiers sons des supporters se font déjà entendre. Souvenons-nous des bornes Neo Geo sur lesquelles naquirent les Super Sidekick 1, 2 et 3 entre 1992 et 1995. Quelle buvette de club de football n'a pas accueilli l'une de ces bornes dans les années 90 ? Je vous entends d'ici, il était quasiment impossible de marquer un but. Par contre, les animations étaient superbes pour l'époque. Les célébrations de but, les coups de sifflet, le son des tirs, bref, une immersion invitant les bandes de potes à se défier après avoir inséré une pièce dans la fente. Une caméra qui se rapproche dans le 2e opus et une invitation à orienter les tirs via une cible dans le 3e titré The Next Glory, Super Sidekick était ce qui se faisait de mieux en arcade. Tête du numéro 6. Oh là là, quelle lucarne! Centre, tir et but! Superbe accélération. Et c'est un... Oh mais quel arrêt! FIFA Soccer 95 pour Sega Mega Drive. Il tire et but! If it's in the game, Sport, it's in the game. Les années 90 changent tout et voient une vraie évolution du jeu de football. Chez Sega, impossible de ne pas citer Kick-Off ou encore World Cup Italien 90 sur Sega Master System qui fut mon premier jeu vidéo de football. 3 modes de jeu proposant une World Cup, un match amical ou des phases de penalty. Et lorsque l'on lance une partie World Cup, l'animation d'un joueur jonglant nous laisse le temps d'examiner les statistiques des équipes nationales en voyant le maillot changer. Que de souvenirs. Puis arrive Sensible Soccer,
toujours en vue aérienne, des joueurs minuscules, mais une précision qui se développe et une liste de clubs et de joueurs qui se rapprochent du réel. Le terrain est visualisé en vue aérienne, avec un gameplay qui privilégie le jeu collectif. Les commandes sont simples, tir, lob, passe, tacle, tête, et le joueur peut imprimer des effets après le tir avec la croix directionnelle. À la différence de kick-off auquel il est souvent comparé, la vue est plus large. Le terrain reste vertical, mais le score s'affiche à la manière d'une retransmission télévisuelle, avec score, buteur et minutes du match correspondant. Le ballon reste plus facilement collé au pied, mais le devient de moins en moins au fur et à mesure que le joueur accélère. La météo change dans Sensible Soccer et c'est une première. Elle est représentée par les différentes teintes du terrain, mais influence encore peu le gameplay à cette époque. Les joueurs peuvent se blesser et il est possible de faire entrer jusqu'à 3 remplaçants ainsi que de changer de tactique en cours de match. Ensuite, sur Sega Mega Drive arrive World Cup 94 et il continue d'exploiter le prestigieux tournoi mondial. Arrive ensuite Tecmo World Cup qui adopte une jouabilité horizontale plutôt que verticale. Les joueurs commencent à être représentés entièrement à l'écran, principe qui sera d'application pour World Trophy Soccer. Et enfin, International Superstar Soccer s'imposera comme la référence, avec une sonorisation soignée, des supporters et les premiers commentaires. On commence à s'y croire réellement et le jeu sera aussi disponible chez Nintendo et sur Super Nintendo. Electronic Arts arrive et il ne quittera plus le secteur. Citons à présent un petit bijou original puisqu'il s'agit de Soccer Kid, qui ne sera pas une simulation de football, mais bien un jeu de plateforme où le joueur guidera un petit footballeur dans de multiples niveaux. Le jeu sort sur Super Nintendo, mais aussi sur Atari Jaguar, Amiga et 3DO. On démarre par un petit tutoriel, des commandes avec notre petit héros en short, qui découvre les continents balle au pied, dribblant, jonglant et effectuant des tirs pour éliminer les obstacles. Des skateurs, des oiseaux, des chiens, et il a pour mission de retrouver toutes les cartes de football d'un niveau. Un autre style de jeu pour mettre en valeur le ballon rond et une originalité qui aura laissé des souvenirs à de nombreux gamers. À présent, passons sur les machines portables. Sur Nintendo Game Boy, on voit apparaître Nintendo World Cup. Un jeu qui suit les règles du football mais avec des différences majeures. Chaque équipe n'est composée que de 6 joueurs, pas de hors-jeu et les fautes ne sont pas sanctionnées. Un tacle ou une bousculade sur un joueur sont les meilleurs moyens pour reprendre le ballon. On s'amusera des grimaces des pauvres joueurs qui se font piquer ce fameux ballon. On peut activer un coup de pied spécial qui peut être utilisé dès que le joueur fait une bicyclette. Ce tir est tout simplement inarrêtable et il éjecte littéralement le gardien dans son propre but. On peut aussi citer Soccer en 1994, assez grossier et lent, sans grand intérêt. La console monochrome de Nintendo connaîtra son propre FIFA International Soccer d'Electronic Arts en 1998. En mode latéral, tout aussi lent et saccadé. Une horreur à jouer alors que l'ère des consoles de salon offre une expérience déjà bien réaliste. Sur Game Boy Advance, la qualité de jeu s'améliore évidemment au vu des capacités de la machine. Les stars vont de leurs propres titres qui pulluleront comme Zidane Football Generation 2002, David Beckham Soccer ou encore Marcel Desailly Soccer. De multiples versions de FIFA sortent chaque année, Total Soccer mais aussi ISS complètent le panel. Les premiers jeux de gestion comme Total Soccer Manager ou Premiers Manager font leur apparition. À la fin des années 90, la 3D s'impose. Sur PlayStation 1 et Nintendo 64, les joueurs prennent du volume, les animations se multiplient, les stades se remplissent et deviennent encore plus proches de la réalité. Les commentaires apparaissent et s'étoffent, et les ralentis deviennent possibles. C'est là que naît un concurrent majeur.
ISS devient Pro Evolution Soccer et Konami rivalisera avec son concurrent d'Electronic Arts jusqu'en 2021. Moins spectaculaire que FIFA à ses débuts, mais infiniment plus précis dans les sensations et plus technique aussi. Pendant des années, les joueurs vont se diviser en deux camps. FIFA d'un côté, la vitrine, les licences et le grand public. Et d'un autre côté, PES, la jouabilité, la technique, les puristes. Des épisodes comme PES 4, 5 ou 6 deviennent mythiques. Les soirées entre amis, les tournois improvisés, les cris sur un but à la dernière minute, le jeu de foot devient un rituel social. Ambiance exceptionnelle au coup d'envoi du match opposant Mario et Bowser. Un bleu taclé par Luigi qui peut décaler pitch et tire, oh la parade! Accélération, carapace, Mario est seul dans le couloir gauche et c'est son hyper frappe! Mario Strikers Battle League Football, exclusivement sur Nintendo Switch. À partir des années 2010, le réalisme devient l'objectif principal. Les joueurs sont scannés, les stades recréés à l'identique, les commentaires se veulent télévisuels. Même les chants des supporters deviennent réalistes. Les modes carrière, Ultimate Team transforment le jeu de foot en service permanent. FIFA domine largement le marché pendant que PES, devenu entre-temps eFootball, peine à suivre le rythme. Mais en parallèle, des jeux plus atypiques continuent d'exister comme Mario Strikers, Fun, Arcade, reprenant tous les personnages de l'univers Mario tels que transposés dans les univers de Mario Kart et Mario Tennis. Mais cette fois sur des terrains originaux pour des parties déjantées où tous les coups sont permis. Il y aura aussi Football Manager où l'on ne touche jamais le ballon mais on gère les carrières, les clubs et les championnats. Le football vidéoludique n'a jamais été aussi riche ni aussi standardisé. Le football, c'est aussi la tactique. Elle s'applique sur deux phases de jeu. Quand tu as le ballon et quand tu ne l'as pas. C'est simple, individuellement et collectivement. Comment tu attaques et comment tu défends. Par exemple, sur le deuxième ballon. Il faut rester simple. Celui qui a les cartes en main, c'est le joueur. Si les jeux de football traversent les générations, ce n'est pas un hasard. Ils racontent notre propre rapport au sport, à la compétition, mais aussi au jeu vidéo lui-même. De l'arcade pure au réalisme absolu, chaque époque a projeté ses attentes sur le ballon rond. Et parfois ce sont les jeux les plus simples et les plus imparfaits qui laissent les souvenirs les plus forts. Et puis ils nous permettent de créer des événements qui restent, pour certains d'entre nous, un rêve de petits et grands enfants. Imaginez un seul instant l'équipe nationale de Suisse ou de Belgique soulever la Coupe du Monde. Parce qu'au fond, qu'on joue avec 3 pixels ou 22 stars modélisées, le plaisir reste le même, toujours vouloir marquer un but. Honda et Courtois qui capte ce ballon. Et là, il y a une possibilité en reconversion avec De Bruyne. Allez, vas-y Kevin, va au bout. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite vers Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Ils vont le faire. Et c'est Je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Bravo les diables. Quelle reconversion offensive. Ça, c'est jouer au football. Dans CD Rétro, on aime regarder en arrière pour mieux comprendre d'où l'on vient. Et le football vidéoludique, c'est un miroir parfait de l'évolution du jeu vidéo et de nos évolutions dans les années qui défilent. Il était impensable dans cet épisode de citer tous les représentants du genre. Mais des salles d'arcade aux consoles connectées, des spritz aux visages photoréalistes, le ballon continue de rouler et nous de le faire passer la ligne en pressant des boutons de manette. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire. À bientôt dans un prochain épisode de CD Rétro.